Bienvenue dans la causerie. Aujourd'hui, nous allons parler de la réapparition des crimes rituels au Bénin. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour endiguer ce mal à divers niveaux? Vous avez la possibilité également de participer à cette causerie et donner votre point de vue en direct en composant le 98 80 93 71 98 80 93 71 pour donner votre point de vue. Et sur ce plateau, j'ai convié pour vous Roosevelt Noumédon. Bonjour. Bonjour, Olali. Oui, vous êtes journaliste à Awisiwa Web TV, c'est ça. Merci d'être venu. Et en face de vous, nous avons Latifou Boni. Bonjour Latifou. Bonjour à vous, Olali. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Voilà. Alors Latifou, je reste avec vous. Qu'est-ce qui peut expliquer la réapparition des crimes rituels ici au Bénin? Bon, la réapparition, bien évidemment, comme le débat refait surface, ceci dit, il faut déjà avoir les éléments pour prouver que ça avait totalement disparu. C'est vrai que de temps à autre, on remarque que quelque chose déclenche le débat, on en parle et puis après on range le sujet au placard. Souvenez-vous, avant la lutte sans vraiment merci que le gouvernement, la dernière lutte sans merci que le gouvernement a lancé contre les cybercriminels, il y a eu quand même une vague, on va dire, de faits qui ont remis au goût du jour le fait que notre société quand même, pas tout le monde, mais notre société est peut-être à des degrés donnés plongée dans on va dire dans ce rapport-là avec le sang, bien évidemment, que quand ce sang-là en vient à toucher à l'être humain, quand ça commence par concerner, on va dire, les rituels humains, là, ça devient sérieux. Donc je soulignais cette vague de crimes, cette vague d'assassinats, cette vague de corps retrouvés, oui, avec des sangs vidés, qui a précédé quand même la lutte entre-temps contre les cybercriminels, ce qui a à un moment donné, on va dire, freiné les choses. On n'a plus décrié les assassinats et autres. Après aussi, il y a eu quand même la mise en place, la réforme, on va dire, de l'appareil sécuritaire. Tout ceci a freiner les élans, ça a freiné les élans des ardeurs des uns et des autres. Mais pourquoi la réapparition? C'est parce que définitivement, à un moment donné, c'est quand même difficile d'endiguer complètement, on va dire, des gens qui ont de rapport avec, on va dire, les crimes. C'est ce que j'allais demander à Roosevelt. Est-ce que le gouvernement n'a pas pu, ou les autorités n'ont pas pu couper la racine même de ce mal? Mais je pense que la racine de ce mal ne saurait être coupée parce que il n'y a pas de pays où le niveau d'insécurité est au taux zéro. Mais dans tous les cas, on peut quand même essayer de faire baisser le taux de ce phénomène qui aujourd'hui est lié au fait qu'il y a il y a cet épineux problème de cybercriminalité où les gens, à la recherche du gain facile, ont recours à des crimes rituels pour pouvoir faire avancer leur soi-disant affaire. Je pense que quel que soit ce qu'on fera, ce mal ne peut pas être endigué. Et il faut aussi, en dehors de la réforme de l'appareil sécuritaire, insister sur le fait que les populations à la base doivent partager l'information. Parce que j'ai souvent coutume de donner l'exemple de... C'est parce que la population, elle est muette, c'est ça? Voilà, parfois elle est muette, elle ne partage pas l'information. Les forces de défense et de sécurité ne sont quand même pas des magiciens. S'ils n'ont pas des informations, ils ne peuvent pas quand même conduire des enquêtes. Mais ce serait un peu difficile de saboter peut-être quelqu'un qu'on connaît, qui soit si proche de nous. C'est vrai qu'on a peut-être ces institutions-là, mais on se dit, mais est-ce que c'est vrai, si j'appelle, on enquête sur lui, est-ce que c'est pas du sabotage et tout ça? Non, oui, c'est pas une affaire de sabotage. Juste donner l'alerte.
par rapport à certains comportements. C'est vrai que après tout, effectivement, c'est aussi difficile, par exemple, d'avoir un jeune au quartier qui n'a aucun problème, au contraire, qui est sympathique avec tout le monde, et puis le signaler. Ceci dit, les malfaiteurs aussi s'adaptent, on va dire, à nos mentalités. Mais il y a une chose à souligner, c'est que c'est vrai que les questions de comportement, les questions de mœurs et les questions de crimes sont des choses compliquées à gérer. Mais ceci dit, il y a quand même il y a à saluer une chose aujourd'hui, c'est que ça soit les questions sociales liées au braquage, les questions de sécurité liées au braquage, les questions de sécurité liées à la criminalité ou même à ce à quoi on a assisté récemment. Aujourd'hui, quand ça survient, il y a de suites après les enquêtes. Et il y a même de suites très vite après les enquêtes. Ça, c'est un élément qui viendrait pousser encore plus loin les résultats et les points marqués par la police républicaine, par notre société de façon générale. Parce qu'avant, on ne vit que le temps de l'émotion, le temps de cette douleur collective. Une fois passé, on range ça au placard. Il n'y a pas de suite. Aujourd'hui, vous pouvez compter dans ce mois-ci, braquage à Kwakwa, il y a eu de suite. Là, c'est pratiquement une question de 3 jours. Les suspectés ont été arrêtés. Je pense que les enquêtes et autres se poursuivent. Et même, il y a des éléments vraiment probants. Donc, c'est une chose aujourd'hui à noter qui, quand même, peut pousser, peut réduire en fait l'élan de ceux qui s'adonnent à la criminalité. Parce que, après tous les motifs, vous verrez que c'est lié à l'argent, à l'enrichissement. Ça, il faut de l'éducation, il faut la complicité de chacun, à savoir prendre le temps de dire aux enfants qu'il faut avoir l'argent, mais avant de l'avoir, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est pas le sens. Alors, la jeunesse, elle est désœuvrée, c'est pour cela? Oui, beaucoup plus les désœuvrés, ceux qui sont à la recherche du gain facile. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans notre société de manière générale, les gens ont perdu le goût du travail. Le travail à la sueur de son front. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut être riche sans pouvoir quand même suivre un certain nombre de processus qui mènent à la richesse. Aujourd'hui, quand vous questionnez les grands hommes, ceux qui aujourd'hui tutoient la réussite, ils ont une histoire, ils ont un parcours, mais aujourd'hui, les jeunes, bon, en majorité, moi je dis en majorité, nous avons quand même cette facilité du gain facile où on ne veut plus mouiller le maillot pour avoir de l'argent. Très bien. Oui. Si vous voulez, il y a au-delà aussi de cette dimension manque de travail, si vous voulez, être désœuvré ou plutôt être pressé d'avoir de l'argent. Il y a aussi un débat, il y a comme un tabou autour des questions, on va dire, occultes. Un tabou et même un désintéressement de la part des gens qui ont autorité. C'est-à-dire que vous ne verrez pas, par exemple, un délégué, un chef d'arrondissement, un cadre, directeur d'école, un cadre parler de ces sujets-là, que ça soit à la maison ou même dans les médias. Je pense de plus en plus avec Amoi et autres dans les émissions, on met au devant de la scène ces sujets-là en faisant du tabou, en faisant trop de silence autour. On mystifie tellement la chose que on laisse l'autorité de parler à ceux qui forcément n'ont pas, on va dire, n'ont pas conscience peut-être de la portée de la chose sur la société. Donc je pense que il faut faire moins tabou. Il faut faire moins tabou autour des sujets occultes, en parler, dire aux gens, enfin, évoquer ça avec les jeunes. Fait tellement tabou, fait que ceux qui manipulent le sujet, ceux qui osent prendre la parole autour du sujet ne sont pas forcément des gens qui ont un quotient moral intéressant. Donc, je pense qu'il faut remettre le débat au devant de la scène, parler de ça, parler publiquement de comment est-ce que ça peut nuire. Et peut-être faire comme à la fac, si vous voulez, au département des sciences sociologiques, où quand même les gens
parle du phare, enseigne le phare, et forcément quand c'est une institution, quand c'est la société par son bon côté qui évoque ces sujets-là, forcément il ou elle va forcément favoriser, si vous voulez, le côté positif. Et surtout insister sur le côté moral en fait de ces pratiques-là. Très bien. Pour le cas de la petite fille qui a été retrouvée à Sainte-Rita, le corps de la petite fille retrouvé à Sainte-Rita, selon la police républicaine, il y a un marabout qui a été arrêté, il y a le jeune également qui a envoyé l'enfant chez le marabout. Mais est-ce que au niveau du cercle, nous sommes dans une société où on est ancré dans la tradition, il y a le fétichisme, excusez-moi, est-ce que à ce niveau-là, les marabouts n'ont pas une certaine responsabilité pour que ce mal soit véritablement conjugué au passé? Oui, la responsabilité, elle incombe à presque tout le monde. En premier lieu, à ces organisations confessionnelles et religieuses, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'aujourd'hui, je pense que dans le domaine culturel, le Bénin est en train de s'organiser où il y a un certain nombre de regroupements, un certain nombre d'organisations fêtières qui patronnent ces marabouts et ces hommes cultuels. Je pense que le problème revient beaucoup plus à ces ténors de ces différents groupes religieux de jouer convenablement leur rôle en essayant, comment l'appelle-t-on, d'éduquer, voilà, de porter une éducation morale et éthique à leurs membres afin que ces genres de pratiques ne soient plus observés, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le bien et le mal se côtoient dans pratiquement tous les domaines de la vie. Et il faut essayer quand même d'éveiller la conscience positive de ces acteurs culturels afin que ces genres de situations soient de moins en moins observées dans notre société. Parce que, en dépit de tout, cela donne une très mauvaise image. C'est vrai que les crimes rituels, il y en a partout, pratiquement partout en Afrique. En Afrique, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, il y a tellement de choses. Il y a, sur le continent voilà, il y a tellement de choses qu'on ne dévoiler ici. Mais si et seulement si ces hommes, ces acteurs culturels peuvent jouer convenablement leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a cette tendance à nuire le côté culturel de nos religions endogènes, qui jadis avaient quand même collé une étiquette culturelle et culturelle à l'Afrique noire. Très bien. Oui, Stanislas. Je pense que les crimes rituels constituent quand même un aspect assez fâcheux de tout ce que nous observons comme comportement déviant aujourd'hui, surtout au niveau de la jeunesse. Et quand on évoque le terme ou bien le groupe de mots crime rituel, c'est-à-dire que ce sont des crimes qu'on commet au vu de certains rites pour accéder à un certain objectif. L'objectif peut être, pécuniaire, ça peut être également une ascension sociale, voilà, ou dans tous les domaines. Mais l'autre chose également, c'est que quand vous voyez les acteurs qui sont impliqués au niveau de ces crimes-là, on a parlé justement d'un marabout, je crois que les personnes qui manipulent la spiritualité, les sciences spirituelles, devraient quand même s'organiser pour ne pas tomber dans la déchéance. Parce que les marabouts, ils ont toujours existé, même avant nous, notre naissance, notre génération. Mais je ne crois pas qu'avant nous, on a assisté à cette déviance-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout groupe socio-culturel, il y a forcément des brebis galeuses. Il y a peut-être des marabouts qui font bien leur travail, qui n'assistent pas forcément à ça, qui travaillent résolument à la paix, à aider les gens à leur manière. Mais il y en a d'autres également qui brillent par ces comportements-là. Et quand vous voyez que les jeunes aujourd'hui qui sont avides justement, non seulement d'argent, mais aussi et surtout d'une ascension très rapide, sans
pour autant puiser dans l'expérience, sans pour autant avoir un parcours assez... Quand vous connaissez, vous voyez quelqu'un qui aujourd'hui commence par travailler, peut-être 6 mois après, c'est une maison à étage qui sort quelque part à Cotonou, des terres justement, ou bien à Calavi, on vous dit que toute la zone enclavée derrière l'université, que c'est lui qui a acheté. Vous voyez, voilà, et de grosses voitures. Ce n'est pas si mauvais que ça d'avoir de ces biens, mais la façon de les accumuler et aussi la rapidité avec laquelle on arrive à réunir tout ceci, ça pose véritablement problème. Et ça explique justement ces crimes rituels-là. Et ces crimes, justement, pourquoi on en parle? On en parle parce que on ne le souhaite pas. Ça peut être votre parent, ça peut être mon parent. Une petite fille, ça peut être nous-mêmes justement, une fillette, j'allais dire, qui est massacrée comme ça. Imaginez la douleur de ses parents. Et donc j'estime que c'est des choses qui doivent s'arrêter. Il faudrait que nous prenions conscience du mal avant que ça ne soit trop tard. Très bien, Latif Boni. Non, si vous voulez, la moralité ou la conscience seule ne résout pas ces problèmes. C'est pourquoi je m'étais réjoui et je me réjouis du score et des records de la police aujourd'hui a fait suite au dossier. Tant qu'il y aura des possibilités, tant qu'il y aura des failles qui offrent aux gens la possibilité de commettre des crimes, de commettre des impairs, et la chance pour eux, beaucoup de chance pour eux de ne pas être rattrapés, il y en aura toujours. C'est seulement l'organisation, les mécanismes mis en place et pour rattraper les fauteurs de ceux qui commettent ces crimes-là, ce sont seulement ces éléments-là qui peuvent freiner la... Mais tout à l'heure, vous parliez de ces responsabilités qui incombent à ces marabouts-là, notamment ceux qui enseignent peut-être le FA à l'université. Ils doivent communiquer pour que les habitudes changent. Maintenant, surtout au niveau de la responsabilité des marabouts, qu'est-ce qu'ils doivent faire réellement? Parce que si un individu s'en va prendre une petite fillette parce qu'il n'a pas les compétences requises pour pratiquer peut-être le rituel, il est obligé de faire appel à un marabout. Qu'est-ce que le marabout en temps normal devrait faire pour que à la longue on puisse voir que véritablement ici au Bénin il n'y a plus de marabouts qui commettent des crimes? Non, je pense que vous aurez dû comprendre le rapport âge entre le marabout et le client. En fait, les deux personnes qui aujourd'hui sont on va dire les présumés, voilà. Et donc, ce sont des jeunes. Le marabout, il est jeune. Le client, il est jeune, si vous voulez. Donc, je pense que de façon générale, que ça soit au niveau du maraboutage dans cette discipline-là, que ça soit au niveau des bokono dans cette discipline-là, le rapport établit que ce sont on va dire les loups solitaires, pas forcément des dignitaires, les grandes figures du domaine. Donc, alors, quelles sont les grandes figures il s'impose une chose. Il s'impose le renforcement des organisations. Il s'impose un certain renforcement de l'assainissement du domaine. À savoir qu'une certaine Olali un jour ne se lève pas et du jour au lendemain commence par pratiquer, commence par avoir la responsabilité notamment d'accueillir chez elle des gens pour être bokono, commencer par se pencher sur des questions occultes au vu au su de tout le monde sans qu'on ait la preuve que l'intéressé est enregistré, est affilié à une organisation et que l'intéressé exerce légalement. Il en est de même pour un certain marabout Latifou qu'on en arrive à ce qu'il n'arrive pas à exercer sans qu'il ne soit légalement établi, enregistré, connu, donc avec des cahiers de charges clairs. Donc je pense qu'il y a un travail de ceinture, un travail de légalisation du domaine qui doit être renforcé. Je sais que le travail se fait, je sais que la plupart des bocaux, la plupart des cadres du domaine ont quand même des autorisations, mais je pense que le renforcement doit être fait
que les gens sachent qu'on ne peut pas pratiquer sans être connu, sans être légalement établi. Oui. Et de ce point de vue, je pense aussi que l'État central doit aussi aider ses responsables de culte endogènes et tout, pour leur donner, pour les assister dans l'assainissement de ce domaine, afin de véritablement faire sortir de leur... Comment est-ce que l'État peut aider à assainir ce milieu? Moi, je pense qu'il ne faut même pas donner délégation à quelqu'un. C'est l'État. Aujourd'hui, ça se fait. Je pense que certains, si vous voulez, certains pratiquants du domaine ont des autorisations. Et ils sont affiliés à des associations, ça c'est vrai, pour maîtriser, on va dire, pour avoir une bonne carte, carte, donc une bonne carte géographique donc de leur positionnement. Ça c'est bon, les associations, mais après la responsabilité directe d'enregistrer chacun, de connaître chaque journaliste, ça revient on va dire à l'État de mettre en place des mécanismes pour qu'on sache que telle personne est journaliste. Il en sera de même pour ces professions-là. Il faut plus les légaliser et donc à l'État de savoir que et de rappeler aux gens que tant que vous n'êtes pas connu par lui, vous ne pouvez pas exercer. D'accord, allez-y. Je pense que l'État doit donner, peut-être assister d'une manière ou d'une autre ses responsables en charge de l'organisation même du domaine, afin de leur donner plus de crédibilité et de les amener à dissuader davantage ces brebis galeuses qui salissent quand même cette corporation. En dehors de cela, je voudrais insister sur le fait qu'il doit y avoir une éducation de base, parce que tout part d'une question éducative. J'en veux pour preuve, peut-être, je peux donner l'exemple de la Chine. Je pense qu'avec l'éducation chinoise, il sera peut-être, je ne peux pas certifier qu'il n'y a pas de crime rituel là-bas, mais il sera certainement plus difficile à un Chinois passionné par le travail quand même, qui selon lui est gage de réussite, de s'adonner à ces genres de crimes. Je pense que l'État béninois doit revoir en quelque sorte le circuit éducatif pour pouvoir inculquer à la génération montante que il n'y a pas de recherche possible sans le travail, et le travail bien fait. En dehors de cela, il va falloir que les populations aussi, parce que je l'ai dit tantôt, les populations à la base puissent véritablement donner l'information, donner l'alerte en temps réel aux forces de sécurité publique. Parce que je donne souvent l'exemple de la Guinée équatoriale. Dans ce pays, il vous est souvent difficile de vivre comme on le fait ici, où on dit bon, et quand bien, bon, ça fait son problème. Ignorant que ce qui arrive aujourd'hui n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver aussi un jour. C'est en cela, moi, je dis que même si c'est votre frère, vous pouvez essayer quand même de lui donner des conseils. Mon frère, telle chose que tu es en train de faire, c'est pas bien. Mais quand vous constatez que votre frère, ce qu'il fait peut... Parce que le problème qui est là, et il peut même arriver que votre frère en question puisse faire des rituels avec quelqu'un, un membre de la famille. Parce que arriver à un moment donné, en fait, c'est des individus sans foi ni loi. C'est ça. Stanislas, tout à l'heure, il était en train de parler de l'éducation, d'assainir, de revoir le circuit de l'éducation. Vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, avant même de revenir sur cette question d'assainissement, je crois que quand vous prenez même le paysage, le monde des dignitaires spirituels, parce que il n'y a pas que les marabouts, hein, il y a des hauts dignitaires, il y a les bokonons, les vaudunons et autres. Voilà, il n'y a pas que les marabouts à ce niveau-là. Mais voyons un peu, questionnons un peu le mode de consultation de ces personnes-là. Il n'y a pas un registre officiel où on dit, bon, voici, un peu comme je vais établir le parallèle avec le barreau béninois, le barreau des avocats. Quand vous consultez le tableau du barreau, vous savez que tel maître est inscrit au barreau. Il n'y a pas le tableau de bord des dignitaires au Bénin, où on peut savoir que oui, telle personne, Latif Ouboni est dignitaire à Tanguieta, est désormais dignitaire, Okestan est désormais dignitaire à Ouida. Ça n'existe pas. Et donc, ça pose déjà un problème. Mais et ça fait que... Non, attendez, c'est bien possible si il se réorganise. Et ça fait justement que on va... n'importe qui peut se prévaloir d'être dignitaire ou bien d'être titulaire de tel ou tel fétiche, et les jeunes vont vers ces personnes-là. Et n'oubliez pas que dans ce registre, il y a des personnes assez honnêtes. Quand vous allez vers eux pour certains rituels,
ils vous disent moi je ne peux pas le faire. Il y a de ces dignitaires qui sont assez honnêtes, qui vous disent moi je ne peux vraiment pas le faire, va ailleurs. Et c'est justement au niveau de ces brebis galeuses-là que certains jeunes vont pour commettre ces crimes rituels-là. Parce que avant même d'en arriver là, des personnes assez sages vous disent moi je ne peux pas, je ne fais pas dans ça. Si c'est pour des crimes rituels, moi ça ne me concerne pas. Donc je pense qu'il va falloir réorganiser le secteur pour empêcher l'intrusion des brebis galeuses. Il y a certainement un intervenant en ligne. Non, d'accord. Non, Oui, non, je pense que je suis entièrement d'accord avec Stanislas Amoah qu'il il faut mettre en place un mécanisme. Ça peut être effectivement de l'ordre de tableau, mais de toutes les façons, il faut hiérarchiser davantage, il faut filtrer davantage, il faut aussi qu'avant de commencer par exercer, qu'il y ait un signalement qui vous autorise ou qui consacre cela. Et donc, cela ne pourra être possible que si on lève le tabou qui pèse sur ça. On est de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, dans sa famille ou soi-même, directement lié à l'occultisme. Il y a toujours un lien avec nos familles. Donc, il faut qu'on lève le tabou, qu'on fasse le débat, qu'on en parle, que ceux qui ont autorité et science d'être des leaders et des devanciers dans le domaine prennent leur place. En dehors de ça, au niveau individuel, au niveau social, je pense que quelque chose manquait qui commence de plus en plus par être on va dire l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est le fait effectivement que vous avez des gens qui se tuent au boulot, qui se noient dans les tâches, mais qui finissent leur vie sans copec, alors qu'il y a des gens effectivement qui ne se gênent pas. Une fois que vous êtes admis ou que vous commencez le boulot, tout le monde sait que vous devenez riche, c'est systématique. En dehors de ça aussi, il y a des gens qui peuvent passer 1000 concours, ils n'en auront pas la chance. L'égalité de chance. Oui. Allô, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs. Vous êtes en direct sur Télé. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour le plateau. Moi, c'est Loko Ondeno Segui. J'appelle de Misrité, après Misrité, Oui. dans le département de l'Oné. Alors, bien. le sujet dont vous débattez ce matin m'intéresse énormément. Réapparition des crimes Rituels. humains. Alors, vous savez, c'est un phénomène très dangereux, qu'il faut vraiment garder. Vous savez, c'est aujourd'hui, de nos jours, que nous constatons qu'on parle de rituel du sang humain. Que dans le passé, cela ne se passe pas. Quand vous avez envie de faire un rituel, même un savon, ou en tout cas un rituel en général, ou du parfum, tout ça là, c'est du sang des animaux qu'on utilise. Le sang des animaux. Je vais parler du mouton, je vais parler des poulets, des coqs ou même des bœufs. Mais jusqu'à utiliser l'énergie du sang humain, c'est la plus haute énergie, et ça détient tout ce que ça détient. Nous ne pouvons pas tolérer ça. C'est vrai que c'est la vie facile, c'est le gain facile, et qui préoccupe les jeunes d'aujourd'hui, parce que quand vous remarquez, quand vous observez, ceux qui se donnent à cette pratique, c'est souvent des jeunes qui peut-être ont hérité des recettes de leurs grands-pères, de leurs aïeuls, qui ont peut-être eu le temps, et peut-être par voie orale, ou peut-être par écrit, qui ont laissé des écrits, mais au lieu de faire des recherches plus loin, de pousser, mais non, on préfère aller sur ce terrain-là, parce que avec ça, on estime qu'on a la réaction qu'on veut, on a ce qu'on veut dire en même temps. Alors, donc, c'est des pratiques qui ne sont pas du tout bonnes, c'est très dangereux, et parce que tôt ou tard, ceux qui se donnent à ces pratiques ils ont des répercussions, parce que le sang humain est sacré. C'est pas pour rien que dans la Bible, dans les Écritures 17, et il a été dit qu'au moment du sacrifice, c'est le mouton qui a été présenté à Abraham en lieu et place de son enfant. Parce qu'on a vu que c'est sacré, ça ne se fait pas. Et donc nous allons demander aux autorités de reprendre la lutte de façon très faible pour que ces jeunes fainéants, ces jeunes qui ne veulent vraiment rien faire, ces jeunes qui veulent le gain facile,
qui s'adonnent à ces pratiques soient vraiment bannis. J'interpelle aussi le Conseil national des rois, des têtes couronnées du Bénin. Ils ont aussi un gros travail à faire dans ce sens. Je vous remercie. Très bien, Monsieur Loko, j'allais vous poser une question avant que vous ne partiez. Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, nous devions faire pour que ce crime soit totalement oublié ici au Bénin? Non, mais écoutez, non citoyens, d'abord, nous devons nous sensibiliser autour de nous. Parce que quand vous observez, il y a tous ceux qui s'adonnent à ces pratiques vivent dans des maisons, ils vivent dans des concessions, ils vivent avec nous. C'est à nous de dénoncer ces pratiques parce que nous assistons, nous savons, nous aussi, citoyens, population, nous sommes impliqués. Nous sommes vraiment impliqués parce que nous savons que tel jeune à tel ce qu'on appelle Kennedy aujourd'hui et qui prend du sang humain, mais nous ne voulons pas dénoncer parce que c'est notre frère. Vous voyez, il y a jusqu'à ce que des parents, des pères de famille, aussi, ils encouragent les enfants, ils savent très bien que leurs enfants se donnent à ces pratiques, mais ils sont là à les cautionner, à les encourager, et quand je t'aide, non, dans certaines familles, ça a créé le problème, où le jeune homme, il est là, il s'adonne à ces pratiques, il amène de n'importe quoi dans la maison, mais papa et maman le protègent, alors que les frères ne sont pas d'accord. Donc, nous aussi, en tant que population, nous avons notre rôle à jouer, c'est d'être éveillés, de dénoncer ces genres de pratiques, ceux qui s'adonnent à ces pratiques, parce que nous les connaissons, ils sont autour de nous, et nous vivons avec eux. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Loko, et bonne journée à vous. Je parlais de l'égalité de chance pour en partie ou entièrement même épouser les propos de Loko. L'égalité de chance, au-delà aussi de ça, quand les gens savent que par le travail, on peut accéder au concours, par le travail bien acharné, on peut devenir riche, on peut vraiment se donner ses chances. Et aussi, il y a une autre dimension, le fait que les riches quand même puissent être amenés, et ça je pense que ça a commencé, amenés à justifier les sources de leur richesse. Tant qu'il n'y a pas ça, vous verrez effectivement cet élan-là facile à avoir de l'argent, mais énormément en un seul jour. Je pense que cette dimension-là, elle est de plus en plus aussi, on va dire, s'est appliquée. Les riches, en tout cas, aujourd'hui, ont de quoi répondre des sources de leurs revenus. Au-delà aussi de ça, je pense que quand chaque maillon, effectivement, de la société va commencer par jouer son rôle, l'oubli va diminuer de temps à autre. Nous oublions, quand l'émotion vient, on parle des sujets, mais quand l'émotion s'en va, on oublie que la lutte contre ces choses-là, c'est une lutte permanente, c'est une lutte qui doit être, on va dire, permanente. Et ça, je pense que ce qui est arrivé à Sainte Rita aujourd'hui nous le rappelle à suffisance, à savoir qu'on ne peut jamais dormir sur nos lauriers. C'est ça. Roosevelt, nous mettons, l'intervenant tout à l'heure parlait de la responsabilité de la société civile, notamment les proches. Au-delà de la sensibilisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Au-delà de la sensibilisation, il faut sévir. Et ceux-là qu'on arrive à appréhender, il faut quand même leur donner des sanctions exemplaires pour quand même amener ceux-là, voilà, pour dissuader ceux-là qui sont quand même... parce que là où on est, même actuellement, il peut y avoir encore des gens qui sont en train de programmer, commettre encore des crimes rituels. Parce que c'est quand même des individus sans foi ni loi. Ils sont prêts à tout. Pour eux, c'est la réussite ou rien. Maintenant, dans ce cas, c'est vrai, vous avez dit qu'il faut sévir. Ça, c'est toujours l'État qui devrait donner des sanctions exemplaires. Mais au niveau de nous, citoyens, comme je le disais tout à l'heure, à part la sensibilisation, à part le fait de dire ce n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour que même si la sensibilisation n'arrive pas à prendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer véritablement? La vigilance, et surtout la vigilance pour ce qui est des enfants, les protéger, les surprotéger si cela est même nécessaire. C'est vrai que dans ce que de plus en plus devient notre société aujourd'hui, ça devient un peu compliqué parce que on est peut-être pas méfiance et pas vigilance, on est trop fermé et forcément ça ne permet pas, on va dire,
d'avoir un œil sur ce qui se passe même dans sa propre maison. Vous vivez dans certaines maisons à Cotonou où vous pouvez faire vraiment une semaine sans avoir eu la chance de dire bonjour à quelqu'un. Parce que, voilà, de toutes les façons, vous saluez à peine, chacun vient, il est dans sa chambre, c'est fermé. Donc, de plus en plus, c'est compliqué, même si à un moment donné, je comprends ça, c'est la vigilance et le fait aussi d'éviter les problèmes, mais il y a quand même que ça manque un peu de sociabilité, forcément, ça laisse des failles, le voisin ne peut plus être responsable on va dire, de ce qui arrive à l'enfant de son proche, c'est compliqué, mais je pense qu'il faut un peu plus de sociabilisation, mais une sociabilisation intelligente qui fait que chacun est un peu responsable de ce qui se passe à côté de lui. C'est de là encore, peut-être même qu'on aura la chance d'avoir une chaîne dans l'éducation. Ce que vous oubliez de dire à votre enfant, ce que vous oubliez d'inoculer à votre enfant comme conseil, ça viendra peut-être de votre voisin. Ça a toujours été comme ça, même si de plus en plus la chaîne commence par s'estomper. Vous parliez du fait qu'on ne peut pas, c'est-à-dire se dire qu'on est sécurisé et s'en foutre en fait de ce qui se passe à côté. Ça peut nous arriver à tout moment, même notre grande vigilance. Autour de 2016-2017, j'ai réalisé un élément qui est au niveau de notre plateforme YouTube, que les téléspectateurs peuvent toujours aller visualiser. On a eu un confrère qui a donné une autre saveur à mon travail, un confrère de Sakété qui témoigne, son frère, un costaud jeune homme, mais plus costaud que lui, a été malheureusement appâté par son propre ami, entraîné et finalement a été sacrifié, en tout cas vidé de son sang. À l'époque, on a parlé de Kennedy, effectivement, ça a fait le tollé avant que le gouvernement, autour de janvier 2017, quand même n'enclenche sa lutte sans merci au phénomène de cybercriminalité. La cybercriminalité, justement, quand j'ai eu à travailler sur le dossier, les choses ne s'arrêtent pas qu'à ça. Le rapport entre notre société et le sang n'est pas que lié à la cybercriminalité. Il faut qu'on oublie ça très vite. Le commerce, tous les rouages de notre société pratiquement les gens ont parfois ces envies-là de vite accéder au succès, de vite quand même être visible à cause du succès financier. Donc je pense que le rapport est grand, il nous faut plus de vigilance et surtout il nous faut poser le problème. Pourquoi pas interpeller les dignitaires, ceux qui ont science de parler de ça pour qu'ils nous trouvent peut-être des solutions. Parce que sans aller au sang, et ça, dans le travail, j'ai pu le constater, sans aller au sang, forcément, avec de très bonnes pratiques, certains ont des résultats, sont tranquilles dans leur coin, sans avoir à créer des ennuis à leur entourage. Donc, s'il y a des possibilités sans le sang, sans les crimes, pourquoi ne pas alors donner la possibilité à ceux qui savent de pouvoir, s'il le faut, accompagner ceux qui veulent être accompagnés sans créer des ennuis à toute la société? Oui, allez-y, Stan. Je crois que c'est l'envie d'avoir une ascension assez rapide qui pousse beaucoup de personnes dans ces crimes rituels-là. Et l'ascension, ce n'est pas, il a dit, ce n'est pas qu'au niveau des cybercriminels, c'est dans toutes les sphères de notre société, hein. Voilà, que ce soit dans le commerce, dans le social et puis à d'autres niveaux. Et il y a également, l'intervenant a dit quelque chose tout à l'heure qui est assez pertinent. Vous savez, l'énergie qui est dans le sang humain est une énergie assez forte. C'est le niveau supra, si vous le voulez. Et donc, quand un être humain, quelqu'un comme vous et moi, en arrive justement à sacrifier son prochain de chair, de sang et d'os, comme lui, au profit, au motif qu'il veut avoir une ascension sociale, une richesse assez rapide, ça montre à quel point notre société a touché le fond. Ça montre à quel point il y a eu le nivellement des valeurs. Ça montre à quel point, au prix de la richesse, au prix de l'ascension sociale, on peut tomber si bas. On peut commettre des rituels assez ignobles. Et ça, c'est ce qu'on appelle en droit l'assassinat. Quand vous ôtez la vie à quelqu'un, c'est de l'assassinat pur et simple. Vous l'avez tué. Ça montre à quel point nous n'avons plus de respect pour nous-mêmes. Parce que l'autre
Le philosophe dira que l'autre que vous avez en face de vous, c'est le reflet de vous-même. C'est l'autre vous-même qui est en face de vous. Quand vous osez faire du mal à l'autre, c'est que vous pouvez le faire à vous-même. Et quand on atteint ces sommets-là, il y a de quoi réfléchir. Il y a de quoi que les dignitaires de ces cultes-là puissent conscientiser davantage les jeunes. Il y a de quoi que les autorités à divers niveaux puissent taper du poing sur la table pour que cela n'arrive plus. Il y a également les établissements scolaires qui doivent faire quelque chose pour ces petits-enfants. Oui, naturellement, mais bien avant de venir au niveau des établissements scolaires, quand au niveau de ces crimes rituels ou bien de la cybercriminalité, on ne fait qu'apostropher les jeunes. Je dis qu'en dehors des jeunes, il y a quand même des personnes âgées, des gens insoupçonnés, des pères de famille qui vivent de la cybercriminalité. Et même quand vous les voyez debout, ils ne sont pas agités comme les jeunes. Ils sont dans leur tempo, calmement, ils s'habillent très bien. Et vous n'allez jamais imaginer cela d'eux. Et il fallait quand même notifier cela. Quant aux chefs d'établissement, je pense qu'ils doivent quand même essayer aussi d'éduquer les jeunes parce qu'aujourd'hui... Les petits-enfants qui sont sacrifiés aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de la cybercriminalité, ça touche beaucoup plus les collégiens. Les collégiens, ceux qui sont encore au niveau du secondaire, à partir du second cycle, seconde jusqu'en terminale, même parfois troisième, et aussi, si on peut le dire ainsi, une bonne partie des étudiants. Et beaucoup plus, il faut insister parfois aussi sur le fait que aujourd'hui, parfois, les parents désertent le forum. Il y a des parents qui ne prennent pas... Quand le jeune devient déjà adolescent. Voilà. Il y a des parents qui poussent parfois leurs enfants à bout, qui ne prennent pas en charge l'éducation des enfants, qui ne prennent pas en charge ce qui concerne les charges de leurs enfants, en ce qui concerne la scolarité et autres. Et parfois, les enfants mal conseillés par leurs amis, qui sont déjà dans le domaine, qui opèrent déjà dans le domaine, qui leur montrent quand même les résultats de ce qu'ils gagnent. Bon, les autres, les enfants, quand ils ne sont pas bien encadrés, bien suivis, bien conseillés, se laissent. Et c'est un domaine où, quand on commence facilement, on peut abandonner les études. Et là aussi, ça pose encore un problème à l'avenir. Si bon nombre de nos jeunes qui constituent la relève de demain doivent s'adonner à ça, le Bénin de demain deviendra quoi? C'est une question. Vous avez parlé des établissements. Je pense que je pense que là encore, la tâche pratiquement revient aux parents, c'est-à-dire à la maison. Il faut un mécanisme de suivi et de sécurité de la maison à l'école. Une fois encore, c'est une question de sociabilité. Si l'enfant qui passe devant votre maison, à votre devanture de la maison, vous n'êtes pas responsable de sa sécurité, ça pose un problème. Donc, je pense que c'est une question sociale, familiale, mais un peu sociale. On doit... La sécurité des enfants qui passent à côté de nous doit en fait nous incombe d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est une question d'ouverture d'esprit et il faut qu'on assume ça. Au-delà de ça, donc je pense aussi que dans le fond, en matière de transmission en réalité de ces sciences-là, il y a un problème qui se pose. Avant, on ne transmet pas à tout le monde ces recettes-là. Dans une famille, on ne donne pas à tout le monde. Il y a des gens qui meurent avec leur science parce qu'ils n'ont pas pu avoir un élu dans leur descendance. Ça arrive. Et vous verrez même certaines familles où, c'est-à-dire que l'élu n'est pas de la famille, c'est un étranger ou quelqu'un qui est venu habiter dans la maison. Il y a dans les éléments de transmission une forte connotation qui tient compte en réalité de la moralité de l'individu. Ça, on ne peut pas transmettre parce que c'est son enfant. On ne peut pas transmettre parce que on aime l'enfant. Donc je pense qu'il y a un travail à ce niveau aussi. Peut-être écouter les dieux, parce que les dieux facilitent l'élection des élus en la matière. Donc je pense qu'il nous faut, parfois même s'il le faut, emporter ce bien. Tant qu'on n'est pas sûr que celui à qui on le transmet en fera bon usage. C'est vrai. Oui, Stanislas. Oui, sur cet aspect-là, on l'évoquait tout à l'heure, justement. Il y a que l'élu, celui à qui on doit transmettre le savoir, doit avoir l'humilité nécessaire et la tempérance pour en faire bon usage. Mais vous avez connu, je crois, en 2013, ici au Bénin, un célèbre film nommé Femme milliardaire, dans lequel, justement, ce phénomène-là avait été révélé. Et je crois, il y a moins de 2 semaines, j'ai reçu l'acteur principal, Matao, ici, qui nous expliquait justement qu'il y a certaines de ces femmes qui
ont envie du gain facile, elles veulent avoir de l'argent à tout prix. Et dans le scénario, quand vous vous en souvenez peut-être, il y avait une moto de marque qui était justement à la mode dans le temps. Et les jeunes filles aimaient justement les jeunes garçons qui avaient de ces motos-là. Et ces jeunes garçons se servaient de ces motos-là pour appâter les jeunes filles et pour aller en commettre des crimes rituels et se faire de l'argent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une envie démesurée du gain facile, si vous voulez tout avoir à tout prix, parfois la finalité n'est pas bonne.